Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Portrait, votre émission qui met en avant les figures du continent africain. Aujourd'hui, nous parlons de Fulbert Youlou, l'abbé, le prêtre président, j'ai envie de dire, en compagnie d'une personnalité que vous connaissez très bien sur nos antennes, qui n'est plus à présenter, c'est le doyen Guy Mafimba. Bonsoir doyen, comment vous allez? Bonsoir Karil, un format assez inédit. Clairement. Je tiens à remercier votre rédaction et vous-même de m'avoir donné cette possibilité, pas en tant qu'historien, mais en tant que citoyen, en tant que panafricain, en tant qu'engagé politique, en tant qu'analyste, de voir un peu le rétroviseur sur un certain nombre de figures au sortir de l'indépendance qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Parce que, beaucoup l'ont dit, si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura pas où on va. Ça, c'est clair. Et pour les nouvelles générations, ils ont aujourd'hui le numérique pour essayer de se... Et nous serons sérieux avec vous parce que c'est le premier d'une grosse série consacrée à la République du Congo. Et on débute avec, comme je disais, Fulbert Youlou. Quand je dis ce nom, ça vous évoque quoi concrètement? J'étais pas né. Albert Fulbert Youlou, j'étais pas né. Mais en tant que citoyen, avec le récit des parents, on peut regarder comme tout autre homme politique l'inventaire, l'actif et le passif. Il y a des côtés un peu assez, on va dire, comiques, mais on a toujours le regard de l'époque. Et surtout, Albert Fulbert Youlou aussi, ça me convoque sur la dimension historique des hommes politiques, des gens qui ont apporter une pierre à l'édifice de notre pays ou du continent. Ce qui fait que si je me suis prêté à cet exercice, c'est parce que je me suis rendu compte d'une chose, que si l'histoire ou les contentieux historiques qui n'ont pas été soldés hier, je parle de mon pays, ont un impact sur l'avenir. Première chose. Deuxième chose, ici, en France, nous avons le Panthéon. Oui. Et je me souviens, François Mitterrand, en 81, il est élu. Il va au Panthéon. Il va sur la tombe de Jean Jaurès. Il laisse une fleur. Sur la tombe de Jean Jaurès, le socialiste. Il va sur la tombe de Schulcher, celui qui a lutté contre... Schulcher, oui, pour comment on dit ça, l'esclavage. Et sur la tombe de Jean Moulin, la résistance. Ça veut dire quoi? Il a voulu passer un message en tant qu'homme politique. Et nous, dans nos pays respectifs, le Congo, mon pays, on n'a pas ces lieux de mémoire pour éduquer les prochaines générations. Et c'est l'occasion que Télé Sud offre à tous les Congolais qui nous suivent de plus en plus nombreux sur nos antennes pour revenir sur ces personnalités. Fulbert Youlou, il est né l'abbé, comme on l'appelait, il est né le 9 juin 1917 à Madibou, c'est près de Brazzaville. Et j'ai vu que Youlou, ça voulait dire firmament dans sa langue martinienne. Donc il avait déjà cette vocation spirituelle, j'ai envie de dire. Il fait ses études au petit séminaire de Brazzaville, avant d'entrer au grand séminaire de Yaoundé, et ensuite être donné prêtre en 1946. Pendant 9 ans, il sera dévoué à son diocèse. Et par la suite, il y aura un événement qui poussera son diocèse à le suspendre de sa fonction de prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, ce qui s'est passé, mais très court, je vais faire quand même un bref historique qui sera important dans la série du Congo-Brazzaville. Il faudrait que ceux qui nous suivent comprennent une chose. Le Congo-Brazzaville, ça a été la capitale de la France libre en 1940. La conférence de Brazzaville s'est tenue en 1944, par Charles de Gaulle toujours, là où on parlait de la décolonisation. Donc déjà, en 1940, la France est occupée par les nazis, de Gaulle va à Brazzaville. Il va rencontrer Félix Eboué, chassé en Afrique de l'Ouest. C'est Félix Eboué, un afro-descendant qui reçoit de Gaulle et qui donne la possibilité au général de Gaulle de reconstituer la résistance afin de libérer la France. C'est très important parce qu'on va y revenir pendant toute la série. Et c'est toujours à Brazzaville que nous avons eu à voter lors du référendum en 58, d'un côté l'autonomie et l'indépendance. Alors, pour revenir à votre question, ce qui revient à dire que Brazzaville, lorsqu'elle prend l'indépendance, ou elle se bat pour l'indépendance, elle bénéficie de cette aura-là, capitale de la France libre,
capitale de l'AEF, Afrique équatoriale française, avec toute l'administration et autres. Alors, en ce qui concerne, vous m'avez posé la question sur l'abbé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, pour qu'il ne soit plus l'abbé. Pour qu'il ne soit plus l'abbé, c'est tout simplement parce que je pense, à cette époque, c'est l'Église catholique qui formait les cadres de l'époque. Et lui, en tant que... Il est passé au séminaire à Mbamou, je pense, et un peu partout en Afrique. Et c'était, entre guillemets, on les appelait les évolués. Et je pense qu'il a pris conscience à un moment qu'il ne pouvait plus rester dans le cadre de son sacerdoce. Il fallait qu'il prenne position sur les questions liées bien entendu, à la gestion de la chose publique. Première chose. Deuxième chose, n'oubliez pas une chose aussi, que ceux qui nous suivent, il fait partie d'une communauté ethnique, les Lari. Et parmi cette communauté ethnique du Poul actuellement, il y a eu un grand résistant qu'on appelait Machua, André Grena Machua, qui pendant la colonisation a lutté pour dénoncer les pratiques du colonialisme. Et donc, il y a eu une espèce de filiation à travers Machua, parce qu'on va y revenir, parce qu'à un moment, il va se vautrer de cette casquette-là pour mener son action politique. Donc, je pense que ces trois raisons font en sorte que ces prises de position l'ont mis un peu... N'étaient plus compatibles avec l'Église. Bien, mais malgré ça, il conserve toujours la soutane. Exact. Pourquoi il y avait, pourquoi ce choix? Et aussi, il y a toute une aura mystique autour de cette soutane qui est le vêtement du prêtre. Parce que il y a le côté messianique aussi. Qu'il voulait incarner? Qu'il voulait incarner. Ouais. Mais par rapport à cette région aussi. Parce que c'est une région où on a tendance à mettre en avant le côté messianique. Mais d'ailleurs, il n'est pas le seul à résister plus ou moins au dictat, sinon à la fatwa de l'Église catholique à l'époque. Il y a Boganda, Barthélemy Boganda, qui est aussi le premier prêtre au niveau de la RCA. Souvenez-vous, à ceux qui ne savent pas, Boganda, c'était un prêtre qui est devenu homme politique, qui est mort dans des conditions un peu troubles en 1959. Il paraît que son avion a été... Mais c'est celui qui, avec les Houphouët-Boigny, avait créé le RDA, Rassemblement démocratique africain, pour essayer de se battre pour les indépendances. Lui aussi était prêtre, lui aussi a résisté à l'Église catholique. Donc, je pense que à cette époque, beaucoup d'hommes d'église ne pouvaient plus faire le distinguo entre l'église et la chose publique. Autrement dit, c'était un peu le précurseur de ce qu'on a pu appeler la théologie de la libération. Ah, c'est très beau ça à entendre. C'est vrai que lorsqu'il était président, est-ce que vous pouvez me confirmer cette information, qu'il faisait confectionner ses soutanes chez Dior à Paris? Une fois qu'il est arrivé à la tête du pays, oui, nous avons entendu parler de cela et ça a été confirmé. Ce d'autant plus que lors de la fameuse révolution des 13, 14, 15 août, on a reproché aux dirigeants de l'époque une espèce de comportement, de gouvernance assez outrancière en termes de dépenses publiques et autres. Et par la suite, il fait officiellement son entrée en politique. Il va créer son parti qui est l'UDDIA. L'UDDIA. C'était quoi la philosophie de ce parti? Alors, il faut partir du principe que, avant les indépendances, les partis politiques qui se sont créés avaient comme image ce qui se passait à la métropole. Mais l'un des plus grands hommes politiques de l'époque, c'est pas le président, l'abbé Fulbert Yulu, c'était beaucoup plus Jean-Félix Tchikaya, qui avait comme parti politique le PPC, qui avait comme filiation la gauche, le Parti communiste et autres. Lui-même, l'un des membres fondateurs du RDA. Et il était député dans l'Assemblée constituante au sortir de la guerre. Donc, PPC, voilà la configuration politique, PPC de Jean-Félix Tchikaya, l'UDIA de l'abbé Fulbert Yulu et le MSA de Jacques Opango, avec des filiations de gauche, de droite libérale,
et un peu de l'extrême gauche. Voilà comment était constituée, à l'image de la métropole, la configuration politique de l'époque, ce d'autant plus que nous étions capitale de la France libre. Justement. Voilà. Et on nous dit aussi qu'il a réussi à attirer d'autres partis politiques, hein, le Front démocratique congolais, et c'est grâce à ce parti qu'il devient maire de Brazzaville, c'est bien ça? Oui. Avant de devenir maire de Brazzaville, il faut ici retenir une chose. Le Brazzaville, la capitale du moyen Congo, c'était Pointe-Noire. C'est sur le nom à l'époque. Voilà, du moyen Congo, c'était Pointe-Noire. Et au cours d'une élection, on va aller très très vite, il avait été battu par Jacques Opango. Qui dirigeait le MSA. Voilà, le MSA. Et il y a eu une espèce de transfuge. Un des députés a basculé du côté de l'UDIA. Ouais. C'est comme ça qu'il va avoir la majorité. Et le jour où on doit élire, comment on appelait ça à l'époque, une espèce de premier ministre de l'époque. C'était ça, le premier ministre. Voilà. Le MSA a boycotté. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé, une espèce de premier ministre de l'époque. Et de là, il va décider, de manière autoritaire, de ramener la ville capitale de Pointe-Noire à Brazzaville. De manière autoritaire et unilatérale. En réalité, la capitale du moyen Congo, c'était Pointe-Noire. Voilà. Donc c'est comme ça qu'une fois arrivé à Brazzaville, et c'est dans ce contexte qu'il va devenir maire. Et après l'indépendance, toujours dans le cadre des élections, on ne va pas au suffrage universel direct, c'est au suffrage universel indirect, il va devenir président. Oui, mais comment ça, on va revenir sur la période des indépendances. Comment l'abbé Fulbert Youlou participe à la décolonisation, je dirais, du moyen Congo à l'époque? Il n'est pas le seul. Je pense que il est rentré dans une dynamique qui avait été menée beaucoup plus par Jean-Félix Tshikaya, dont le fils est d'ailleurs un des chroniqueurs et membre d'un institut de recherche ici, Jean-Claude Félix Tshikaya, je lui fais un petit clin d'œil. De l'IPS, effectivement. Voilà. Et donc il est dans cette dynamique-là. Mais il est dans cette dynamique-là en partant du principe qu'il a eu aussi à s'accorder une légitimité historique par rapport à ses origines du pool des peuples congolais, dont un des figures de la décolonisation, André Matua, avec d'autres, était leader. Donc il a joué sur ça. Mais la dynamique des indépendances, il faut le mettre dans un cadre global de l'Afrique. Vous me direz, en off, on parlait du cas de Sékou Touré. De Sékou Touré, oui. Effectivement. Là déjà, lorsqu'il y a le référendum, après la loi cadre, il y a le référendum. Sékou Touré est un des rares à avoir dit non à une espèce de collaboration tacite à la France. Oui. Et en cela, il faut ajouter, je reviens toujours sur Jean-Félix Tshikaya, il faut ajouter un certain nombre de Congolais qui ont étudié en Europe et qui rentraient, des jeunes cadres. Il faut ajouter à cela les syndicats qui étaient affiliés, les syndicats congolais qui étaient affiliés au Parti communiste et au Parti socialiste français. Et vous savez, à l'époque, le Parti communiste français, influencé par le Parti communiste de l'Union soviétique à l'époque, c'était les fervents défenseurs de la décolonisation, qui combattaient en fait la colonisation. Donc, les facteurs convergents des syndicats, des hommes politiques qui émergeaient comme Jean-Félix Tshikaya, qui était déjà dans l'Assemblée constituante française, Jacques Opango, qui était socialiste, l'abbé Fulbert Youlou, et bien entendu les intellectuels qui arrivaient, et bien entendu le RDA, les Sékou Touré et autres, ont contribué à ce que les indépendances puissent arriver très vite dans la sous-région, notamment au Congo-Brazzaville. Le 15 août 1960, il prononce le discours d'indépendance de la République du Congo, dont il devient le président. Est-ce que vous avez encore des souvenirs? Vous avez relu J'ai relu. Ce qui m'a marqué, et ce que nous avons comme enseignement, c'est deux choses. Première chose, c'est André Malraux qui vient
apporté sa caution à cette indépendance. Mais c'était une indépendance factice. Là. Comme on disait à l'époque, c'était une indépendance presque nominale, accordée. Ce n'est pas une indépendance comme en Algérie où les gens se sont battus, parce qu'on y reviendra souvent. Ceux qui ont, avec la sueur du front et avec les armes, ont conquis leur indépendance, n'ont pas la même approche que ceux à qui on a accordé l'indépendance. Et d'ailleurs, selon les anecdotes, vous remarquerez que pratiquement tous les États francophones ont les mêmes couleurs, vert, jaune, rouge. C'est pas le fait du hasard. Et on me dit même d'ailleurs que le président l'abbé Fulbert Yulu tenait même à avoir les mêmes attributs, les mêmes oripeaux, quasiment le même hymne. Parce qu'il se disait être le fils de la France. Oui. Donc, et l'abbé Fulbert Yulu, au sortir de l'indépendance, a le même profil que les Léomba, toute tendance, voilà, de Léomba, et à la différence d'autres chefs d'État comme Barthélémy Boganda, qui n'est plus de ce monde, qui est mort dans des circonstances assez tragiques, les Sékou Touré et d'autres. Donc il y avait deux contingences. Les contingences de ceux qui étaient quasiment dans une filiation française et autres, et d'autres qui disaient nous voulons les Kwame Nkrumah et autres qui voulons l'indépendance véritable. Et donc vous ne direz pas que l'abbé Fulbert était un panafricaniste? Non, je ne dirais pas cela. Je dirais plutôt c'était plutôt quelqu'un qui était dans une espèce de filiation. D'ailleurs, la manière dont il a chuté, il démontre. Bien sûr, oui, là, on arrive. Voilà. Mais un homme pragmatique. Un homme pragmatique à l'image de Houphouët-Boigny. Oui. Parce qu'on regardera, lorsqu'on fera l'inventaire, dans l'actif de l'abbé Fulbert Yulu, il y a eu quelque chose dans le sens où il s'est dit « Je n'ai pas encore les moyens de ma politique, je joue au pragmatisme, je ne joue pas à la radicalité pour ne pas mettre mon pays en difficulté face à la puissance tutélaire qui est la France, qui ne badinait pas, passez-moi le terme, avec ceux qui disaient non à la France de De Gaulle. Parce que un pays comme le Congo était une centralité déjà géostratégique, et par rapport à la politique africaine de la France menée par Jacques Foccart, qui voulait que les pays africains indépendants soient à la botte de la France, c'était pas facile. C'était un homme aussi qui assumait son volet libéral au niveau économique, un homme qui avait des diatribes contre la Chine avec son célèbre ouvrage publié en 1966, « J'accuse la Chine ». Exactement. Exactement. Il était, comme je disais, il était pragmatique et presque dogmatique, parce qu'il incarnait un peu ce côté libéral. Mais malheureusement, il n'était pas dans le non-alignement. Il était dans le côté, se disait, je suis du côté de la France et de l'Occident. Et je pense que ce qui a été plus ou moins une erreur à l'époque, je pense, stratégique, c'était aussi de s'allier, par exemple, à un gars comme, à un monsieur comme Moïse Tshombe, qui a prôné la sécession du Katanga en RDC et qui a livré à ses bourreaux Lumumba. Et nous sommes dans le contexte de la guerre froide, il faut le dire. Yulu arrive dans le contexte de la guerre froide. À Kinshasa, en RDC, de l'époque, c'est Kasavubu, mais en fait c'est Mobutu. Donc c'est une antenne de la CIA et des Occidentaux. Au Gabon, c'est Léomba qui est quasiment, lui c'était vraiment le vassal de Paris. En RCA, une fois qu'ils ont éliminé Barthélémy Boganda, c'est Dako qui s'installe, vassal de Paris. Et donc, Tombolobay du côté du Tchad résiste un peu. Donc il est obligé de jouer au pragmatisme. Mais en même temps, il s'allie à des gens comme Moïse Tshombe, il est contre la Chine. Et on va constater, lorsqu'on fait son bilan économique, que ce pragmatisme de l'abbé Fulbert Yulu lui a permis de doter le Congo, par exemple, d'un certain nombre d'infrastructures, mais surtout d'avoir investi, et ça, il faut le lui reconnaître, dans le capital humain. Parce que il restera un visionnaire dans ce sens-là,
parce que c'est grâce à l'abbé Fulbert Yulu, par exemple, et d'ailleurs le président Houphouët-Boigny a eu à le faire, il a pu doter le Congo de tout un immeuble, place de la République, qui a été vendu, on appelait ça la Mecque, pour recevoir les étudiants congolais qui venaient s'instruire. Il a doté le Congo de 2 ou 3 bâtiments aussi du côté de Port-Royal et à Sarcelles pour les familles. Et il fallait être visionnaire à l'époque pour se dire, je n'ai pas du capital humain, mais il me faut investir dans le capital humain pour former des cadres. Il y a encore une anecdote intéressante. Oui. C'est lui, lorsque le président Pascal Lissouba, brillamment, est l'un des premiers docteurs africains en la matière, dans le cadre de la génétique, les Français voulaient le garder, De Gaulle. Il a envoyé son ambassadeur en France pour aller assister à la soutenance, ça c'est très important, et se dire, tiens, je ne veux pas, il a écrit personnellement au général De Gaulle pour dire, je veux avoir ce cadre congolais à la disposition du Congo pour servir le Congo. Ce qui n'est plus le cas d'un certain nombre de chefs d'État actuels. Avec cette perte de cerveau. Avec cette perte de cerveau, de se dire que les diasporas africaines ont de la matière grise. Vous êtes parmi, je pense, je vous remercie. Pour les ramener et pour travailler pour l'Afrique. Et ça, il faut le lui reconnaître. En tout cas, c'est très passionnant, mais là, il faut qu'on termine, on n'a pas assez de temps, donc on va terminer sur sa chute avec comme on dit, la révolution des Trois Glorieuses. Comment tout ça s'est passé? Comment son mandat prend fin? En fait, c'est parti d'une grogne syndicale. Angor, les syndicats, Morolende et autres, d'une grogne syndicale par rapport à une pratique, une gouvernance qui devenait de plus en plus dépensière. En fait, l'administration Abbé Fulbert Yulu a transposé l'administration coloniale au Congo post-indépendance. C'était le même comportement de l'élite grande sociale. Et entre-temps, cette grande sociale, il demande la démission de 3 hauts ministres qui se comportaient un peu mal. Mais entre-temps, les fameux révolutionnaires, dans le cadre de la guerre froide, se sont incrustés là-dedans et ont fait de cette grande sociale une chute parce que, tout simplement, lorsqu'il y a eu ces manifestations, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande l'aide de Paris. Parce que c'est un général français qui était le patron. L'armée française était encore implantée dans notre pays. Il y a eu, à l'époque, il y a 2 officiers, Mouchaka et Mouzabakani. Et le patron de la première compagnie congolaise, c'est Yombi Opango, le général, que nous allons retrouver un peu plus tard. Voilà. Et donc, c'est eux qui, face à la masse qui arrivait, il fallait se retourner vers la France, qui avait des troupes. Alors, je crois qu'ils ont conseillé au président de renoncer à... Ils ont demandé au président de renoncer, on va y revenir, mais le président Abbé Fulbert Yulu tente de joindre le président, enfin le général De Gaulle. Il tombe sur Foccart, qui est en train de faire ses parties de chasse quelque part. Il n'a pas le temps de joindre Foccart. Mais entre-temps, l'abbé Fulbert Yulu, qui était considéré par la femme du général De Gaulle comme un abbé défroqué, parce que pour une famille aussi pieuse que la famille De Gaulle, il n'était pas question qu'un abbé puisse continuer à gérer les affaires publiques. Tout est-il qu'il n'y a pas eu possibilité de joindre De Gaulle, le général De Gaulle au tenté. Et lorsqu'on arrive à joindre De Gaulle, il y a une conversation entre le général, le nom m'échappe un peu, qui était à la maison militaire de l'abbé Fulbert Yulu, et qui dit au général De Gaulle, on ne peut pas réprimer parce qu'il y aura trop de morts. Oui, parce qu'on lui propose, je crois, de se réfugier à l'ambassade de France. À l'ambassade, il refuse, et ça c'est à son honneur, il refuse, il dit non. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Et donc, il refuse, et ce qui fait que, et ça aussi, il faut le noter en rouge, il a préféré démissionner que de faire couler le sang des Congolais. Et donc, il démissionne, et cette démission est remise à ces 2 officiers. Je voulais aussi dire quelque chose d'important dans le cadre de l'abbé Fulbert Yulu. Les premières violences politiques ont commencé aussi sous son règne, malheureusement. J'ai mis de côté, j'ai listé les actifs. Il a listé les infrastructures et puis le capital humain qu'il a eu à investir là et investi là-dedans. Mais dans le passif aussi, les premières violences politiques, parce que
dans le cadre de son métianisme, lorsque les adeptes d'André Machoua ont commencé à contester son pouvoir, il les a relégués à l'intérieur du pays et il a reprimé ces machouanistes qui se sont retrouvés à l'intérieur du pays. Et enfin, là aussi, il faut noter le fait que lui, qui est du Poul, mais Larry, a eu affaire à des Larry, donc sa communauté, qui s'est mise aux côtés d'autres Congolais pour demander sa démission. Et il a eu à dire, c'est certainement le conseiller messianique, il dit, attention, vous, mes parents, vous ne voulez plus de moi. Vous, les Congolais, vous ne voulez plus de moi. Mais sachez-le, un jour, vous avez mangé les nzenga, c'est-à-dire les nzenga, ça veut dire les poulets qu'on coupe en morceaux. Vous allez souffrir pour m'avoir envoyé à la porte. Mais je vous dis qu'un jour, dans ce pays-ci, vous allez applaudir les fous. Mon cher Karil, mon jeune frère Karil, comme l'histoire et le récit des événements passés, l'acteur politique qui vous parle, je me pose la question de savoir s'il n'avait pas vu juste, parce qu'aujourd'hui, les Congolais mangent les coupés décalés, comme on dit, les coupés. Les Congolais, j'ai comme l'impression, je veux être un peu plus dur, que nous sommes en train d'applaudir des gens qui sont en train d'amener le Congo. La prophétie s'accomplit. La prophétie de l'abbé Puyver-Pouillou, j'ai l'impression que ça se... En tout cas, on verra de plus en plus lorsqu'on parlera de ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité. Voilà. Merci beaucoup Guy Mafimba, merci pour cet enseignement. Oui, on peut conclure en disant que il est mort, il meurt à Madrid le 5 mai 1972. Il est ramené, son corps sera inhumé dans son village natal à Madibou, sans cérémonie officielle. Sans cérémonie officielle, et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, voilà. Et mort dans les conditions terribles sur une chaise à Madrid. C'est le président Marien Ngouabi qui décide, alors que les fameux révolutionnaires n'en voulaient pas voir sa dépouille à Brazzaville, il dit non, il doit revenir. Il est arrivé, il est inhumé à Madibou, mais aujourd'hui, ce premier chef d'État n'a pas l'hommage qu'il mérite lorsqu'il faut célébrer ou commémorer son... Je vais trahir une confidence, si je peux me permettre. Vous savez, quand on préparait l'émission, je vous ai proposé des noms de personnalités et je n'ai même pas cité l'abbé Fulbert Yulu pour montrer que il semble vraiment échapper à l'histoire. Il semble échapper à l'histoire, et l'acteur politique qui vous parle, la mission qui est la mienne, parce que je dis qu'il faut un principe spirituel pour accompagner un principe politique ou une dynamique politique. Je vous ai pris l'exemple de Mitterrand qui est parti s'incliner sur les tombes au Panthéon. Et nous, les Africains qui disions « Ah, nous les Bantous, nous ceci », mais on semble l'oublier et nous sommes surpris de constater que ce spirituel ne nous accompagne pas pour construire nos pays. Et l'acteur politique, modestement, je pense que demain, au Congo-Brazzaville, il nous faut un Panthéon. Merci beaucoup, doyen Guy Mafimba. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau numéro du Portrait.